Ces 20 années-là ont été 20 années d'administration maçonnique. La maçonnerie et la République étaient intégrés l'un dans l'autre. Dans les réunions maçonniques, on disait ceci, que chacun de nous se pénètre bien de son rôle, de sa double tâche, en tant que maçon et en tant que citoyen. Citoyens, nous devons, armés que nous sommes par le travail des loges, seconder, provoquer cette organisation puissante des forces républicaines, donner à l'armée démocratique les cadres qui lui sont indispensables. Grand Orient de 1887. Au grand convent du Grand Orient. L'année suivante, c'était encore plus. On déclarait en 88 que le Grand Orient était en parfaite communion physiologique avec le pays, au cœur de la République. Et l'un des députés, des frères, le député de Seine-et-Marne, Giraud, s'écriait au convent de 1891-91, nous avons suivi le mot d'ordre qui nous était donné, provoquant la formation de comités radicaux, d'associations diverses où nous sommes entrés en plus grand nombre que possible. Si les divers comités d'une région se trouvaient groupés autour du temple, la loge deviendrait le trait d'union naturel, le grand juge qui maintiendrait l'unité démocratique de la région. Devra-t-on pour cela recevoir francs-maçons tous les électeurs dont on veut servir? Nullement. Sur ce point, nous restons maçons. Nous n'abandonnons aucune de nos prérogatives et de nos traditions, au contraire. Ce que nous voulons, c'est avoir à notre portée les masses sur lesquelles on peut agir activement parce qu'elles sont préparées à recevoir nos idées nouvelles. Tout ceci vous précise comment la maçonnerie gouvernait. Elle se considérait comme un état-major qui planait, mais en même temps qui pénétrait la vie du pays et qui la menait à sa guise. C'est-à-dire qu'elle la menait dans un bain d'ordures comme on en a peu vu dans l'histoire de France à diverses époques. L'ordure n'était pas nouvelle dans la maçonnerie, il y en avait dans toutes les loges, mais cette ordure en général était renfermée dans leurs loges, dans ce qu'ils appelaient leurs ateliers. Tandis qu'à partir de ce moment-là, comme il y avait des maçons à tous les postes de commandement, comme beaucoup de ces maçons avaient été recrutés n'importe comment et étaient venus là, même pas par haine idéologique, mais par appétit de gain, beaucoup de ces gens-là étaient des voleurs, des tricheurs, et en tout cas des gens tout prêts à se laisser entraîner à la concussion et à tous les autres plaisirs du pouvoir et de la puissance. Les histoires les plus fameuses, je vais vous les conter brièvement, car elles sont indispensables à connaître pour comprendre ce qu'est un régime maçonnique dans un pays qui ne se défend plus contre la maçonnerie. La première histoire est sans doute la plus comique. C'est l'histoire d'un certain député qui s'appelait Wilson. Ce député avait le bonheur d'être le gendre du président de la République, Jules Grévy. Et comme il était un gendre fidèle et un gendre utile, son beau-père le respectait. Malheureusement, pendant la présidence du dit beau-père, voilà-t-il pas qu'un certain général Caffarel, en octobre 87, qui était sous-chef d'état-major général, avait été mis à la retraite parce qu'il avait manqué à l'honneur. D'où procès. Au procès, en novembre 87, les révélations ont consterné les milieux radicaux et le Grand Orient, ainsi que l'Élysée. Pour protéger le gendre du président, la police avait falsifié et remplacé les lettres des vrais coupables, qui était le député Wilson, par de fausses lettres. Et on avait supprimé partout le nom de Grévy. Quel était le commerce que faisait M. Wilson? M. Wilson savait que la vanité humaine est ce qu'il y a de plus riche et ce qu'on peut exploiter le mieux. Et aussi, il faisait un commerce de légion d'honneur. Et pour savoir des recruteurs et des marchands, il avait recruté une dizaine, une quinzaine d'anciens généraux, tous très décorés eux-mêmes,
qui touchait un tant pour cent sur les légions d'honneur qu'il plaçait. Ainsi, un général imposant demandait un rendez-vous à un président du conseil d'administration, ou à un colonel, ou à une jolie femme, ou à une artiste, ou à un écrivain. Il lui disait, mon cher, il est scandaleux que le gouvernement de la République n'ait pas encore reconnu vos mérites. Nous sommes persuadés de cela. Et on doit être persuadé dans l'entourage du président. Mais il y a des oppositions. Vous savez, la grande chancellerie est quelque chose. Alors, je vous conseille de... Parce que j'ai des amis, nous pourrions vous aider. Ça coûtera très cher. Ça coûtera 10 000 francs pour la Légion d'honneur et 20 000 pour la Rosette. Ainsi, Wilson faisait un des commerces les plus réussis, les plus prospères de la France à cette époque. Et le beau-père couvrait tout ça en s'en doutant ou sans s'en douter. Mais le scandale fut saisi de tout cela. Le beau-père dut donner sa démission. Les journaux commencèrent à rire et à insulter. Et le Grand Orient fut secoué d'une agitation terrible en 1887. Mais, au fond, tout s'est bien arrangé. Parce qu'après avoir fait un peu de prison, après avoir été exclu de la Chambre des députés, après avoir été mis en difficulté dans un tribunal, le député qui avait été condamné à 2 ans de prison et à 3 000 francs d'amende et privé de ses droits civiques, fit appel à la Cour d'appel. Et la Cour d'appel déclara qu'il était innocent, parce qu'en réalité, ce qu'il avait fait ne pouvait pas être qualifié d'escroquerie, ce qui était une jolie formule bien maçonnée. Donc, il était libre, et à l'élection suivante, les électeurs de sa région, qui était l'Indre-et-Loire, se sont empressés de le réélire, parce qu'ils savaient que c'était un homme pratique, intelligent, commode, et avec lequel on pouvait s'entendre. Pourtant, la chose laissa une trace. Et l'histoire Wilson donna lieu, dans tous les cabarets de Paris, à chanter une chanson que je n'ai pas entendue, je n'étais pas né, mais que j'ai reproduite, et dont le refrain était « Ah, quel ennui d'avoir... ah, quel malheur d'avoir un gendre ». Enfin, c'était Grévy qui a été supposé la chanter. Donc, c'est une histoire qui se passait en 1887. Peu d'années après, une autre histoire beaucoup plus grave éclatait, qui compromettait cette fois-là une centaine de députés républicains et francs-maçons à la Chambre des députés. Ferdinand de Lesseps, qui avait creusé, aménagé, avec beaucoup de succès, le canal de Suez sous le Second Empire, c'est la dernière grande réussite du Second Empire, en 1869. Ferdinand de Lesseps avait essayé de faire de même pour le canal de Panama. Il avait fait des plans, il avait trouvé des ingénieurs, il avait réuni des ouvriers, mais la chose était difficile. La chose était difficile pour plusieurs raisons. D'abord, les États-Unis voyaient cela d'un très mauvais œil. Et ensuite, malgré les études faites très sérieusement, on n'avait pas assez constaté que le terrain était marécageux, qu'il y avait des moustiques et que ces moustiques donnaient la fièvre jaune. Par conséquent, les ouvriers mouraient comme des mouches, les ingénieurs étaient malades, il fallait les rapatrier, et au lieu de coûter X milliards, ça coûtait 2 fois le nombre de milliards qu'on avait pensé. Donc Ferdinand de Lesseps était en difficulté et avait besoin d'obtenir de la Chambre des députés une nouvelle avance de 700 millions de francs or de l'époque, ce qui était déjà une jolie somme. Pour obtenir cela, il connaissait bien son milieu, mais soudain, la Libre Parole publia un article disant que la compagnie du canal de Panama était en train d'acheter des députés. Et un député nationaliste, Dominique Delaye, le 21 novembre 1992, a réclamé une commission parlementaire d'enquête en désignant un certain financier juif, le baron de Reynac, comme distributeur de fonds et acheteur pour la compagnie de Suez de tous les
parlementaires qui voulaient bien se laisser acheter. La police fit une descente et trouva aussitôt que l'accusation était vraie. On retrouva la trace de 4 millions de francs or distribués aux deux assemblées. 5 chèques sur 22 étaient libellés au nom de 5 sénateurs, Devès, président de la gauche républicaine, Masson, Albert Grévy, frère de l'ancien président Masson, Léon Renaud, ancien préfet de police, sénateur des Alpes, Masson, Thévenet, ancien ministre de la Justice, etc. La chose était donc prouvée et maintenant on était obligé de faire toute la lumière. La presse était en ébullition, le Parlement était troublé, la presse radicale elle-même avait touché, puisque le journal Le Temps, qui est devenu Le Monde et qui a gardé les mêmes coutumes, avait touché 500 000 francs. Le Figaro et le Gaulois, qui étaient des journaux plus ou moins de droite, pas le Figaro mais le Gaulois, avaient touché aussi. Et la Lanterne, qui était le journal d'extrême gauche, avait reçu 203 000 francs, ce qui était déjà pas mal. Donc la presse, le Parlement, tout avait été arrosé et l'affaire du Panama prenait une importance immense. Le principal distributeur des fonds au Parlement s'appelait le baron Joseph Reynac. Et il devait être arrêté un certain matin. Quand on arriva chez lui, il était mort, suicidé, et ses papiers avaient été adroitement camouflés. Il y avait encore un autre financier qui s'appelait Cornelius Hertz, qui était également un petit peu juif. Et Cornelius Hertz, lui, eut le temps d'être malade et de filer en Angleterre. C'est lui qui avait gardé les principaux carnets de chèques. Et l'histoire de Cornelius Hertz est extrêmement importante, car elle va ouvrir des perspectives sur l'évolution politique de la France. Cornelius Hertz était donc en Angleterre, mais la France réclamait son extradition sans la réclamer avec beaucoup de violence. Cependant, Cornelius Hertz était malade, et finalement, l'Angleterre refusa de l'extrader. Il vécut tranquillement, confortablement, agréablement en Angleterre. Or, on a su par la suite que ce qui avait permis à Cornelius Hertz de vivre aussi bien en Angleterre était le fait qu'au lieu de remettre le carnet de chèques à la commission d'enquête du Parlement français, il l'avait remis au ministère des Affaires étrangères d'Angleterre, qui avait donc la preuve en main que 104 des parlementaires français avaient touché de l'argent et qui avait donc un moyen merveilleux de change sur une partie importante de l'Assemblée. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, il y eut dans la politique française, parlementaire et gouvernementale, une orientation pro-anglaise que l'affaire de Panama explique dans une large mesure et qui a ensuite pris un grand développement quand l'Angleterre a voulu se servir de ses armes qui, à ce moment-là, n'étaient pas encore, qui ne lui étaient pas tellement nécessaires. Ainsi, la maçonnerie touchait de partout. La maçonnerie était en train de corrompre l'un après l'autre tous les services, comme elle était elle-même corrompue. Et toute cette histoire du Panama et de ce qui entoure le Panama est vraiment l'une des périodes où le personnel parlementaire français est tombé le plus bas. C'était un scandale qui aurait dû détruire la maçonnerie. Mais la maçonnerie avait cette organisation de presse, cette organisation de diffusion que je vous ai déjà montrée, et les élections se succédaient en envoyant toujours des majorités maçonniques. Donc, la franc-maçonnerie était décidée à mettre la main complètement sur la France. Il n'y avait que deux forces qui puissent la gêner. L'une, c'était l'Église, à laquelle elle s'était déjà prise, attaquée, et l'autre, c'était l'armée. Les maçons détestaient l'armée française, parce que c'était un organisme hiérarchisé, parce que c'était un organisme qui gardait des traditions d'honneur, parce qu'un grand nombre des officiers appartenaient à des milieux
distingués et à des milieux honorables et chrétiens. Aussi fut-il décidé, dans les cercles maçonniques, d'y mettre bon ordre. Et voici comment se passa la chose. Il y avait au cabinet du ministre de la Guerre un capitaine qui s'appelait Molin, M-O-L-L-I-N. Il était maçon. Et il suivait à ce moment-là l'idée qu'avaient les maçons. Les maçons avaient cette idée-ci, qu'on doit la justice à tous, disaient les maçons, mais on ne doit les faveurs qu'à nos seuls amis. Donc, il s'agissait de choisir entre les amis et ceux qui ne sont pas nos amis. Le capitaine Molin s'adressa au secrétaire du Grand Orient, qui était le frère Vadécar, pour lui demander des renseignements. Et il voulait savoir quels étaient, dans les différentes régions et dans les différents grades de l'armée, les officiers qui étaient vraiment réactionnaires ou les officiers qui étaient vraiment francs-maçons et les tièdes. Je suis entré dans la maçonnerie, a dit quelqu'un plus tard, et j'y serais resté sans cette histoire qui l'avait vraiment dégoûté. En effet, les maçons avaient décidé de faire un grand fichier de tous ceux qui pouvaient les gêner dans l'administration et dans l'armée. Au convent de 86, ils avaient déjà dit « Toute mère doit aimer sa fille. La France maçonnique doit aimer la République et le but de ses efforts doit tendre à réduire à l'impuissance ceux qui voudraient s'opposer à son développement et à sa marche progressive. Les ennemis de la République veulent attenter à son existence, opprimer sa conscience, flétrir son honneur. Nous étendrons, comme le ferait une mère veillant sur sa fille, nos mains unies pour parer les coups que l'on voudrait porter à notre enfant et pour écarter loin d'elle les traits dont on la menace. Les ennemis de la République se sont introduits dans les postes officiels. Ils détiennent les emplois, ils occupent les fonctions. Et tous salariés qu'ils sont par la République française, ils la combattent d'une façon d'autant plus dangereuse qu'ils l'attaquent dans le corps même de la place. Nous ne défendrons pas seulement la République, mais nous défendrons notre ordre et par conséquent nous-mêmes, individuellement, en réclamant les mesures de défense nécessaires, les mesures de protection tutélaire, les mesures de salut, l'épuration du personnel. Et alors, par le canal de ce colonel, capitaine Molin, le Grand Orient recevait des questions comme celle-ci. Du secrétaire, qui était une lettre du capitaine Molin au secrétaire général du Grand Orient. Très cher frère Vadécar, pourriez-vous sans attendre que les renseignements de l'enquête générale nous fussent parvenus, nous en procurer d'urgence sur le lieutenant-colonel Jaricot, directeur de la direction d'artillerie de Grenoble. Vous le rendriez bien service. Le ministre rentre ce soir et à moins de cause imprévue, le général Persat doit partir pour une quinzaine de jours à Saint-Georges-de-Didonne. Dans ces conditions, il vaudrait mieux sans doute attendre son retour qui aura lieu vers le 15 août. La réponse était que on envoyait une fiche. Voici quelle était la fiche du lieutenant-colonel Jaricot. Réactionnaire, clérical renforcé, dominé par sa femme qui le mène même à la messe et lui fera jouer un rôle qu'elle voudra, fût-il celui de Saint-Arnaud. Elle est, elle, entièrement dévouée aux jésuites, chez lequel elle prend son beau d'or. On croit sans pouvoir l'affirmer que ce sont eux qui ont fait le mariage. Lui est sans fortune. Elle est fille d'un maître maçon de Lyon qui lui a donné 100 000 francs de dot. Ayant moins de retenue que son mari, elle traite les républicains, surtout les francs-maçons, avec le plus profond mépris et s'oublie jusqu'à le manifester par des impolitesses. On n'a jamais entendu parler des capacités du mari, ni en bien ni en mal. Autre lettre du capitaine Molin. Très cher frère Vadécar, vous venez de nous adresser la recommandation 6 juin. Je copie au bas le contenu d'une fiche que vous nous aviez précédemment envoyée. Connaissant l'origine de l'une et de l'autre, vous saurez sans doute celle dont il faut avant tout tenir compte. Jusqu'à nouvel avis, ce sera la première en date. Et puis ensuite, mon cher ami, voici une liste de colonels
pour laquelle je vous serai très reconnaissant de nous procurer les renseignements aussitôt que vous le pourrez. C'est d'accord avec le général Castex, nouveau directeur de l'infanterie, que je vous l'envoie. Au fur et à mesure que ces renseignements vous parviendront, vous nous les communiquerez. Donc, voici quelques-unes des réponses. Général Metzinger, son action est néfaste à la tête d'un corps d'armée. Ses idées et ses fréquentations n'ont pas changé. Il serait inoffensif à Paris comme membre du Conseil supérieur de la guerre. Général Lacoste est une fripouille de mauvaise aloi, un élément nuisible, une nullité dont on va se débarrasser par mesure de haute sécurité. Général Heurtaud de la Merville, orléaniste et clérical, anti-républicain enragé. Si le général en question pouvait étrangler le ministre de la guerre actuelle, ce ne serait pas long. En résumé, c'est un jésuite, un sale jésuite, un triple jésuite qui salit l'armée. Colonel de Courson, comme les 99 sur 100 des officiers supérieurs, c'est un parfait clérical. Comme ses congénères, il lui est désagréable de subir la République. Il est grand temps de désinfecter l'armée et la magistrature. Colonel Wagner est soldat dans l'acceptation, vous voyez, mauvais français aussi, du mot. Ces hommes le trouvent dur, car il applique le règlement. Conclusion, doute. Général Laine, il ne manifestait pas ouvertement ses opinions, mais on peut le considérer comme hostile aux institutions républicaines, et il y en avait comme ça toute une énorme collection de milliers de fiches. Il y avait à ce moment-là un secrétaire adjoint au Grand Orient qui s'appelait M. Bideguet. Ce n'est pas un joli nom, mais l'homme semble avoir été honnête. Et quand il fut au courant, car les fiches passaient par ses mains, de tout cela, il eut un mouvement de dégoût. Et il commença à décider qu'il montrerait les lettres à des amis. Il les apporta à un prêtre qui les garda quelque temps avec lui, puis ensuite tous les deux cherchèrent un moyen de faire au Parlement un scandale. Ils ont trouvé enfin un député qui était courageux, qui s'appelait M. Guillot de Villeneuve. Et M. Guillot de Villeneuve a eu le courage, lui, de demander à interpeller et de lancer l'affaire dans toute sa violence. Ce fut un terrible chahut à la Chambre. Un chahut qui donna des réactions diverses. Naturellement, le président du Conseil, qui était Rougier, et un grand basson, essaya de calmer. Ensuite, un assez grand nombre de députés qui avaient été maçons, comme le socialiste Millerand, furent dégoûtés. Donc, il y eut une agitation extraordinaire, mais au bout de quelque temps, la maçonnerie était tellement forte qu'elle réussit à étouffer tout cela. Elle réussit à faire parler d'autre chose et elle réussit à distraire l'opinion publique de ce scandale qui montrait à quel point la maçonnerie était en train de pénétrer la France partout. Quelles sont les différentes aventures qui se sont produites? L'une des aventures, avant de quitter l'histoire des fiches, est celle-ci. Le député Siffeton, qui était un nationaliste, rencontra, en sortant de la Chambre, le ministre de la Guerre. Et comme celui-ci avait des grosses joues, il lui a donné une double gifle. Tout Paris s'était excité en faveur de Siffeton, et Siffeton allait avoir un procès merveilleux avec le ministre de la Guerre, quand, 3 jours plus tard, on le trouva mort, asphyxié, mort dans sa chambre, et le bruit courut qu'il s'était suicidé, n'ayant pas de preuves contre le ministre. Or, en 1919, au moment de l'occupation de partie de l'Allemagne par la France, un soldat français est mort. Il s'appelait Maurice François. Il est mort à Hanovre le 9 octobre 1919 et voici ce qu'il a raconté. Ceci est pour vous donner une preuve nette que de temps en temps, les maçons tuent. Au moment de l'affaire des fiches, M. X du Grand Orient, accompagné de M. Y,
me firent donner rendez-vous au Café du Globe. De là, nous sommes allés au Café du Helder et nous avons parlé de la disparition des fiches. Ils m'ont dit, Guyot et son parti ont acheté cela 1 million, Guyot de Villeneuve. Il faut que tu trouves le moyen de pénétrer chez Chicheton pour déceler ou déplacer la cheminée. De là, il me tira de sa poche un plan de la chambre. Après avoir causé un peu ensemble, on se sépara. Et moi, je devais 2 jours après me trouver hôtel de Hollande, rue Cadet. Là, un monsieur Z, aujourd'hui directeur du service pénitentiaire de Toulon, me remit une lettre pour un inspecteur de police habitant la maison de Neuilly. Le lendemain, un samedi, je me rendis à l'adresse où je restais 2 jours. C'est le mardi dans la nuit que moi-même, je décellais la cheminée de cuir. Le vendredi soir, dans la nuit, Siffeton est mort asphyxié, étendu au milieu de la chambre. Le dossier politique complet de cette affaire a été remis entre les mains de M. Aignan. Je crois pouvoir affirmer que M. Léon Bourgeois a eu connaissance du dossier. Post-scriptum, l'affaire Siffeton me rapporta 9 à 10 000 francs. Vous voyez que pour arrêter cette affaire, on n'avait pas hésité à faire asphyxier l'un des députés qui étaient les plus actifs. Donc la maçonnerie s'était sentie, sinon menacée, du moins touchée. Elle avait pourtant remporté à ce moment-là une victoire, c'est que le pape Léon XIII, mal renseigné sur la situation de la France, ordonnait un ralliement en disant aux catholiques qu'ils pourraient tirer meilleure partie de la situation s'ils se déclaraient fidèles à la République. Le ralliement eut lieu. Le prince d'Arambert se mit à la tête, présenta des candidats, dont les 9/10 furent battus aux élections. L'idée de Léon XIII, qui aurait peut-être été à droite en Italie, en France, fut un échec total. En même temps, il y avait dans toute la France une agitation anarchiste. Avec l'immoralité se répandait le désordre, et pour en venir à bout, on fut obligé de nommer un président de la République plus propre, Monsieur Carnot, qui fut assassiné, et dans l'ensemble, il y eut une légère reculade de la maçonnerie. Mais elle devait prendre sa revanche contre l'armée et contre ses ennemis. Ce fut l'affaire Dreyfus, qui traîna de 1894 à 1906, qui lui permit de prendre cette revanche. Je dis, en 1894, avait au second bureau de l'armée française, c'est-à-dire le bureau de contre-espionnage, un officier israélite qui ne passait pas pour très intelligent, mais dont tout le monde disait qu'il avait une sale gueule. Il s'appelait Alfred Dreyfus. Pourquoi était-il là? On sait pas. En tout cas, il était là. Et vous savez que la tâche de ces bureaux de contre-espionnage consiste à fournir à l'ennemi des documents médiocres pour obtenir de meilleurs documents. Donc, il faut avoir extrêmement confiance dans ces agents. Et il faut que les agents soient eux-mêmes très adroits. Parce qu'un espion n'est jamais espion simple. Pour réussir, il faut qu'il soit espion double. Et quelquefois, s'il est très malin, espion triple. Toutes les histoires contemporaines le montrent. Et si vous avez lu les histoires de l'espion Jones en Allemagne occidentale, qui a changé 3 fois de camp, vous comprenez mieux ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, un beau jour, en 1994, Dreyfus fut accusé d'avoir fourni aux Allemands des renseignements très importants, qui était sur notre nouveau canon de 75, chose tout à fait réussi, une des rares réussites de la France à cette époque-là. Et il passa en justice et il fut condamné comme traître par un conseil de guerre et envoyé à l'île du Diable. C'était pas évidemment pas très agréable. Mais il avait un frère très actif, un Israélite, qui se mit à faire campagne pour lui, qui mit en branle les Juifs de Paris, les banquiers, les écrivains, Émile Zola et la maçonnerie. La maçonnerie se décida en 1999 à soutenir la bataille de Dreyfus afin de se venger de l'armée. Les maçons obtinrent que Dreyfus repasse en justice en 1899. Il y eut un nouveau conseil de guerre. Après annulation en 1999, il y a un nouveau conseil de guerre et il fut de nouveau condamné. Mais cette fois-ci, le président de la République le gracia immédiatement en disant l'affaire est close, c'est fini, voilà tout oublié. Mais ce n'était pas en fait oublié, puisqu'ensuite,
En 1906, sous la pression de la maçonnerie, la haute cour, la Cour de cassation déclara le premier jugement et le second jugement nuls comme entachés d'irrégularité. Ainsi, en 1906, Dreyfus fut non seulement gracié, mais blanchi et réintégré dans l'armée avec le grade de capitaine d'artillerie. Tout ceci, raconté sèchement, n'est pas très pénible. Mais ce dont il faut vous rendre compte, c'est que les Israélites et la franc-maçonnerie avaient pris cette occasion pour traîner dans la boue l'armée française. On peut dire que 60% des journaux de France et 75% des journaux de Paris s'étaient montrés Dreyfusards et que c'était un véritable déchaînement pour salir, pour dénoncer, pour souiller l'armée française. Il y avait une résistance, naturellement, très active, des gens comme Barès, le dessinateur Forain, et puis également Carandache, beaucoup d'autres étaient anti-Dreyfusards. Mais toutes les familles étaient divisées. Et peut-être rencontrerez-vous un jour un dessin de Forain qui est extrêmement drôle. On présente une maison bourgeoise où on a déjeuné, et puis le grand-père est par terre avec un œil poché, la grand-mère est par terre avec les jupes en l'air, les petits garçons sont en train de s'égratigner les uns les autres, etc. La table est renversée, la soupe aussi, et en dessous, il y a « Ils en ont parlé ». Donc, ce fut, si vous le voulez, d'un bout à l'autre de la France, une excitation, et ce fut le moyen pour la maçonnerie de désarmer l'armée française, en ce sens que le bureau de contre-espionnage fut supprimé. Ainsi, les manœuvres étrangères pour espionner la France, les manœuvres louches de la maçonnerie pour noyauter l'armée, tout cela fut de nouveau bien caché, tout cela fut de nouveau mis en rencard et la maçonnerie put, sinon reprendre toutes ses fiches, du moins pratiquer le même système d'une façon un peu plus prudente. On avait donc mis l'armée française en position défensive et en position humiliée devant la maçonnerie, les gouvernements maçonniques et le Parti radical, ainsi que devant l'opinion mondiale. Car toute la maçonnerie internationale avait été ameutée, aussi bien la Grande Loge de Londres que la Grande Loge de Nagasaki, que la Grande Loge de Saigon. Seulement, ceci était une satisfaction, mais ce n'était pas encore une satisfaction nécessaire. Les maçons voulaient continuer leur attaque contre l'Église, qui était encore une chose plus substantielle pour eux et plus intéressante comme destruction. Les convents avaient l'un après l'autre réclamé que la France fut libérée du joug clérical. On avait la grande devise maçonnique avait été « le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Et le président du conseil, un Israélite, pas maçon, mais maçonnisant, qui s'appelait Waldeck-Rousseau, servit le premier, il était Dreyfusard, servit le premier à introduire une loi qui devait permettre l'étranglement de ce qui restait de congrégation. La loi de 1901 sur les associations. Elle proclamait l'entière liberté des associations, sauf pour celles dont les membres vivaient en commun, car ceux-là devaient être agréés par le pouvoir et surveillés par la police. C'est-à-dire que toutes les congrégations religieuses, séminaires, devaient être autorisées par le gouvernement. Nul ne sait ce que Waldeck aurait fait de cela. Mais déjà, ceci était très menaçant. Les élections qui suivirent cette loi portèrent au pouvoir un bloc maçonnique encore plus fort. Et celui-ci, ce groupe maçonnique, nomma comme président du Conseil, fit arriver comme président du Conseil un certain monsieur Émile Combes.
Ceux d'entre vous qui voyagent dans le midi de la France peuvent aller voir au musée, dans le musée d'Agen, une très belle salle de musée qui est entièrement consacrée à M. Combes, qui avait du reste un visage sans aucune beauté. C'était un petit homme, sénateur radical, qui avait été séminariste pendant quelque temps. Il avait fait de la théologie, de la philosophie, puis de la médecine médiocre à Pons, et enfin élu maire de cette ville, sénateur du département de la Charente-Inférieure, qui est le département le plus maçonnique de France. Alors que c'est le département où le protestantisme était le plus fort. Et ensuite, il avait rendu service à Waldeck-Rousseau, et Waldeck-Rousseau l'avait poussé. Donc, en juin 1902, Combes arriva comme président du Conseil, et les journaux de droite le représentaient avec des petites cornes, et puis une petite queue de démon. Pour lui, immédiatement, il a agi. Ses premiers actes furent de fermer le plus grand nombre des écoles congréganistes qui étaient autorisées jusque-là, de fermer et d'expulser, de refuser 54 demandes d'autorisation de congrégation d'hommes sur 59. Et en juin suivant, il a refusé toutes les demandes émanant de congrégations féministes. Il essaya même de faire abroger la loi Fallou, vous vous rappelez, qui donnait une certaine liberté à l'Église pour l'enseignement secondaire et supérieur. Mais là, le Sénat l'arrêta. Seulement, il voulait aller plus loin. Il avait réussi à faire élire un président de la République maçon qui s'appelait M. Loubet. M. Loubet, qui était de Montélimar, comme le bon Nougat, était un peu nougat. Et il avait la souplesse que peut avoir le vraiment bon nougat. Il obéit à Combes, le petit père Combes. Et aussi, quand il avait été à Rome, il avait rendu visite au roi d'Italie, mais il s'était gardé d'aller faire la moindre politesse au Saint-Père. Le pape, qui était un souverain reconnu, qui avait un nom à Paris, envoya une note au Quai d'Orsay pour protester. Mais cette note, naturellement, fut communiquée et publiée dans les journaux par les soins du prince Albert de Monaco, qui était une canaille maçonnique, et du Jaurès, qui était moins canaille, mais maçon aussi. Donc, ce fut une tempête. Tous les journaux maçonniques, les journaux républicains protestèrent, et on rappela l'ambassadeur français qui était à Rome. Donc, à partir de ce moment-là, la rupture avec Rome, qui était une idée que chérissaient les maçons, devint une chose beaucoup plus pratique. Cependant, Combes n'était pas aussi pur que ses convictions maçonniques. Et en liquidant certaines congrégations françaises, en particulier les Chartreux, il se produisit d'horribles escroqueries dont son fils fut le bénéficiaire. Il y eut ce que l'on appela le million des Chartreux. Les malheureux Chartreux n'avaient vraiment comme fortune que leur liqueur, et alors autour de cette liqueur, le fils Combes fit une escroquerie magnifique, un scandale qui fut vraiment très grand. Et alors, comme l'affaire des fiches arrivait en même temps, le ministère tomba. Donc, Combes était parti. Mais l'idée était dans l'air. L'idée qu'il fallait absolument se débarrasser de toute relation avec Rome. Et c'est Briand. C'est le ministre Briand, qui était lui aussi un maçon. Mais c'était un maçon tiède et paresseux. Parce qu'il avait toujours été paresseux et que c'était un principe chez lui d'être paresseux. Mais il était aussi très adroit. Et il succéda à Combes, et ce fut sous son ministère qu'avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'agrément, la rupture se fit avec Rome. Il avait eu un scandale de mœurs dans sa circonscription à Saint-Nazaire, mais enfin, ceci n'importe pas. Il était maçon, mais je vous dis, par paresse, il n'était pas beaucoup. Donc, il a défendu le projet que Combes avait préparé de séparer l'Église de l'État. Mais il l'avait un peu transformé.
il avait fait ce qu'il appelait un compromis. Et il avait décidé, la loi fut votée le 9 décembre 1905, que l'État français ne reconnaissait plus le Saint-Siège, que l'on supprimait les traitements versés aux prêtres, mais que l'on verserait à des associations cultuelles composées de laïcs les biens des églises et des presbytères. Non, les biens de la Manse, tandis que les églises et les presbytères seraient propriété publique. Les libéraux insistèrent beaucoup par Rome pour que cette loi fût acceptée. Le pape Pie X refusa. Le pape Pie X voyait bien le danger qu'il y avait là à une entente plus ou moins tacite avec la maçonnerie d'abord et ensuite à mettre le clergé entièrement à la merci de la gestion de laïcs, où les maçons pourraient faire entrer qui ils voulaient. J'étais très jeune, mais j'ai assisté aux émotions de ces années-là, et je vous assure que ce fut une grande secousse quand Saint Pie X refusa d'accepter cette loi, parce que cela vouait le clergé français à une situation très précaire et plus difficile. Mais en même temps, c'était une libération. Pour la première fois depuis 1802, le Saint-Siège pouvait nommer les évêques et choisir des hommes pieux et saints. Le Saint-Siège pouvait exercer un contrôle efficace sur ce qui se passait dans le clergé français, sans avoir toujours en face de lui un maçon qui portait l'insigne de préfet ou même le ministère de l'Intérieur. La période qui suivit la séparation de l'Église et de l'État fut donc une période pour les prêtres français dure. Leur standing de vie fut diminué, mais c'est plutôt aussi une période de purification et de spiritualisation de l'Église de France. Les laïcs se montrèrent généreux, les nominations d'évêques furent infiniment meilleures qu'auparavant, c'est l'époque où des évêques comme Monseigneur de Castelnau ont été nommés. Dans l'ensemble, il y a eu une reprise spirituelle dans toute la France, qui est due à l'action et aux décisions de Saint Pie X. D'autant plus que parallèlement, pour empêcher les infiltrations des idées maçonniques dans l'Église, en même temps qu'il refusait d'accepter la loi de Blum, Saint Pie X condamnait le modernisme, qui était une interprétation abusive de certaines des doctrines de l'Église que l'on voulait imbiber d'esprit démocratique et en fait d'esprit maçon, c'est-à-dire une espèce de conciliation entre la foi et l'athéisme, une espèce de conciliation également entre ce que le Christ a créé comme Église hiérarchisée et une démocratie qui ferait mignon. Cela fut condamné par le Saint-Père et cela mourut pendant quelque temps pour renaître aujourd'hui sous une forme presque plus virulente et très dangereuse. Quoi qu'il en soit, grâce à Saint Pie X, l'Église connut une période de renaissance spirituelle et de grandeur. Mais les maçons, naturellement, continuaient leur guerre. Et si l'on peut dire, à chaque élection, ils bouffaient du curé. Ils avaient organisé tellement bien leur autorité que l'opposition, qui pourtant se durcissait, l'opposition n'était pas encore capable de lutter avec beaucoup d'efficacité contre eux. Elle était divisée, elle n'avait pas de bons slogans, elle n'avait pas d'agents efficaces, elle n'avait pas de comités électoraux. Tout cela était médiocrement organisé et arrangé, et ainsi les élections se succédaient en renvoyant des majorités toujours républicaines, toujours gauchistes, et toujours avec le même état d'esprit qui changeait très peu. Pour vous donner une idée de cette situation, je vais vous lire ici je vais vous lire une citation et en même temps, je vais vous raconter ce que j'ai trouvé, moi, en fouillant les loges entre 1900
40 et 44. Cette situation, la voici. Le Grand Orient continuait son système de délation. Il continuait avec la police républicaine. On peut dire qu'il y avait entre la police républicaine et le Grand Orient un jumelage presque constant. Presque tous les préfets de police étaient maçons. Le Conseil de l'ordre en 92 disait encore: lorsqu'un fonctionnaire est désigné par suite de promotion, de mutation ou de toute autre cause, cette fois-ci il ne s'agit plus d'un soldat, un mot fonctionnaire, pour exercer ses fonctions dans un autre pays, il est d'un intérêt puissant que la franc-maçonnerie sache exactement ce qu'est ce fonctionnaire. Les vénérables devront adresser sans retard, sous pli soigneusement fermé, une note confidentielle renfermant des renseignements aussi précis que possible. Ensuite, en 1893, on s'occupait de tous les fonctionnaires. Et le Grand Orient envoyait des circulaires pour dire: alors, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire parvenir dans le plus bref délai au frère Delpech, vice-président du Conseil de l'Ordre, sénateur de l'Ariège, les noms et adresses des personnes exerçant les professions de restaurateurs, aubergistes, limonadiers, particuliers, cercle, à qui pourrait être fait pendant la période électorale un service gratuit de journaux. Il serait indispensable d'indiquer en même temps quels sont les journaux qui conviendraient à chacun d'eux, car il sera possible d'envoyer tous les journaux républicains depuis le siècle, qui était modéré, jusqu'à la Lanterne, qui était violent, le Radical, le Rappel et la Petite République. Il est évident que ces envois ne devront être faits que là où le mode de propagation est nécessaire. L'effort doit porter uniquement sur les circonscriptions où il peut être utile. Nous vous prions de signaler au frère Delpech les faits précis que vous connaissez ou que vous pourrez recueillir sur l'attitude des préfets ou sous-préfets qui combattent les républicains. Il faut avoir ces renseignements au plus tôt. Ceci vous montre comment fonctionnait le système. Dans les papiers que j'ai trouvés, voici ce que j'ai trouvé. Chaque fois qu'il y avait un changement de ministère, le Grand Orient réunissait une commission. On faisait la liste des noms qu'on interdisait. On faisait la liste des noms qu'on patronnait. Puis on envoyait un délégué à la présidence de la République, et ce délégué faisait signifier au président de la République ce qu'il avait à faire, ou du moins les limites de ce qu'il avait à faire. Ensuite, il y avait un poste que les maçons exigeaient toujours, sans quoi le ministère tombait. C'était le poste de l'instruction publique. Il y avait un autre poste qu'il tâchait d'avoir, qui était le poste de ministre de l'Intérieur. Et enfin, si possible, président du Conseil. De 1890 à 1914, tous les ministres de l'instruction publique furent maçons. Et les 2/3 des ministres de l'Intérieur et plus de la moitié des présidents du Conseil. C'est vous dire que cela fonctionnait assez bien. Mais ce n'était qu'une partie du travail du secrétariat du Grand Orient. Chaque année, à l'époque où il y avait des promotions militaires, le Grand Orient faisait une liste des colonels maçons à être promus et une liste des colonels non maçons à être arrêtés secs. Et c'est comme cela qu'un certain colonel Pétain, qui était un des meilleurs officiers de la garnison d'Arras, ne put jamais devenir général avant 1914, quand la guerre éclata, alors que son camarade moins brillant, Joffre, qui était maçon, montait. Et les deux hommes se connaissaient. Autre système, donc il y avait les listes de veto, les listes qu'on encourageait, et puis ensuite il y avait les échanges de renseignements. Les échanges de renseignements et les échanges d'informations. J'ai trouvé par exemple la lettre suivante, venant du directeur du musée de Grenoble. Mon très cher frère, il va y avoir à Grenoble un examen pour la place de conservateur adjoint au musée de Grenoble dans 3 mois. Je tiens à vous envoyer les sujets qui seront donnés à l'écrit, de façon à ce que vous puissiez aider ceux de nos frères qui seront candidats. Pour l'oral, je voudrais bien m'envoyer les noms de ceux qui seraient candidats. De même, chaque fonctionnaire maçon qui avait envie d'une place, qui avait envie de quelque chose, s'adressait sans pudeur à l'ordre
vais vous lire une lettre qui est extrêmement jolie, qui est du même ordre que celle dont je vous parle. C'était un fonctionnaire qui disait, voilà, 2 ans que je n'ai pas eu la Légion d'honneur, et vraiment, ça dure trop longtemps. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander au Conseil de l'ordre maçonnique de s'occuper de moi, parce qu'il est juste que je sois promu comme je veux l'être. Ceci, vous le voyez, donnait à la maçonnerie des ramifications à peu près partout. Surtout dans l'instruction publique, mais aussi dans tout le reste. Il y en avait qui étaient d'honnêtes gens, il y en avait qui étaient de malhonnêtes gens, naturellement. Il y en avait quelques-uns qui, une fois au pouvoir, étaient consciencieux. Ceci dit, la maçonnerie commençait à s'ouvrir à des forces nouvelles. Ces forces nouvelles étaient les forces de la sociale, du Parti socialiste, de la sociale. Ces forces avaient été jusqu'alors tenues en suspicion par les maçons. Mais comme un certain nombre de radicaux, après l'histoire des fiches, après l'histoire du Panama, commençaient à s'éloigner d'eux, les maçons cessèrent de faire grise mine aux socialistes. Et ils commencèrent à s'ouvrir. Il y avait déjà eu, au moment de la Commune, des liens intimes, mais ces liens avaient été rompus par la défaite des communistes. À partir de 1900, c'est plutôt autre chose. Au contraire, on renoie. Des gens comme un certain Allman, Marcel Samba, Groussier, tous ces gens-là étaient à la fois du Grand Orient et du socialisme. Et quand Jaurès fonda son journal L'Humanité, il eut de nombreuses souscriptions maçonniques, et celle en particulier d'un grand banquier, juif et maçon, qui s'appelait Louis Dreyfus. Toujours, les gens opulents de la maçonnerie soutinrent ce journal, et même un bon nombre de banquiers qui n'étaient pas maçons, parce qu'ils étaient des lâches. Vous voyez au milieu de tout cela, comment la France restait dans un margouillis de malhonnêteté. Pourtant, il y avait une renaissance spirituelle grâce à Pie X, et cette renaissance prenait une forme d'évangélisation beaucoup plus active qu'auparavant. Puis ensuite, il y avait eu une forme de réaction politique. Après 1904, beaucoup de patriotes s'étaient ralliés à la thèse monarchiste et avaient fondé l'Action française avec Maurras, qui était un polémiste merveilleux. Or, Maurras n'avait pas de difficulté pour prouver à cette époque-là que la République était une ordure, une pourriture, et que cette pourriture était le processus normal qui devait sortir d'une évolution comme celle qui s'était produite en France depuis 1789. Parallèlement à cela, les milieux de clergé commençaient à être un peu inquiets, tardivement du reste, sur la maçonnerie. Mais dès 1884, quand le Saint-Père publia sa lettre, Humanum Genus, son encyclique Humanum Genus, il disait aux prêtres qu'il fallait faire extrêmement attention à la maçonnerie et qu'il fallait étudier la maçonnerie de façon à ne pas la laisser dominer la France. Cela secoua un bon nombre de bons prêtres. Léon XIII donc avait dit dans cette encyclique Humanum Genus, arrachez à la franc-maçonnerie le masque qui la couvre et faites-la voir telle qu'elle est. Donc à partir de ce moment-là, les gens zélés multiplièrent les revues. Ils les multiplièrent, ce qui était une maladresse, au lieu de s'entendre entre eux. Il y eut la France chrétienne, il y eut la franc-maçonnerie démasquée, il y eut la Bastille antimaçonnique, et le public, qui était dégoûté, commença à être très inquiet, vraiment secoué. Mais la maçonnerie avait plus d'un tour dans son sac. Et ici, je vais vous parler d'un de ces tours sur lequel j'insiste pour vous montrer que dans le combat anti-maçonnique, il ne suffit pas d'avoir du zèle, il ne suffit pas d'avoir des convictions, il faut aussi avoir des connaissances, et il faut avoir des connaissances précises. Au moment donc où cette campagne des cléricaux, des réactionnaires, des gens de bon sens, commençait contre la maçonnerie, un certain ancien maçon qui s'appelait Gabriel Jogan Pagès, mais qui prenait le surnom de Léo Taxil,
commença une campagne extrêmement violente dans le même sens que les ecclésiastiques. Seulement, ce Léo Taxil avait d'abord été un maçon zélé et un maçon malpropre. Il avait publié des livres et des brochures sur les Borgia, en exagérant et en faussant. Une autre brochure s'appelait Abat la calotte. Une autre, Les amours secrètes de Pie X, de Pie IX. Une autre, L'empoisonnement de Léon XIII. Une autre, Ignoble, La vie de Jésus. Ensuite, Les Jochristes des sacristies, etc. Je vous en passe, car ça devient tellement dégoûtant. Donc, il avait fait tout ça. Et puis, soudain, après que tous ces ouvrages eussent été mis à l'index, il s'était déclaré un ennemi de la maçonnerie, et entre 1884 et 1997, il a publié une série de volumes qui se vendaient à des millions, à des centaines de milliers en tout cas, chez les éditeurs catholiques Le Touzet et Alné, pour dénoncer la maçonnerie, les crimes maçonniques, les frères Trois-Points, les sœurs maçonnes, le culte du grand architecte, la franc-maçonnerie dévoilée et expliquée, le Vatican et les frères maçons, les mystères de la franc-maçonnerie dévoilée, cours de maçonnerie pratique, etc. Il y avait une part de vérité, mais il y avait une énorme part de fiction. Et cette fiction prit la forme romantique d'une héroïne qu'il appelait Diana Vaughan, qui aurait été maçonne, qui pour la maçonnerie aurait assassiné des gens, empoisonné d'autres, et qui était maintenant dans un couvent où elle se cachait. Et alors, il publiait des lettres de Diana Vaughan, il publiait des confessions de Diana Vaughan, ça se vendait, c'était un succès fantastique. Le pape Léon XIII le félicita dans un bref, tant et si bien qu'un beau jour, le 19 avril 1897, Léo Taxil annonça une grande réunion où il parlerait de Diana Vaughan. Tout le monde était curieux de la voir. Et simplement, quand il fut monté sur l'estrade, il annonçait qu'elle n'existait pas. Et que tout ce qu'il avait dit contre la maçonnerie était des blagues, que c'était un canular et que c'était fini. Voyez donc à quel point le truc maçonnique avait été à droite. On avait lancé entre les pattes de ces braves gens qui voulaient faire un travail utile un imposteur qui avait disqualifié leur travail. Le travail devint beaucoup plus difficile et, dans une certaine mesure, presque impossible. Tout de même, plusieurs groupes comprirent que ce qu'il fallait faire, c'était une étude sérieuse. C'est le groupe qui se réunit autour de Monseigneur Join. Monseigneur Join, qui était curé de Saint-Augustin et qui avait une certaine fortune, réunit autour de lui un ensemble d'historiens sérieux qui travaillaient à la Revue internationale des sociétés secrètes. Cette société-là fut un travail extrêmement utile. Déjà, l'abbé Tourmentin avait créé en 1908 l'Association antimaçonnique de France. Et il avait réuni, ce que nous avons fait ensemble plus tard, sans lui, les noms de 30 000 maçons, ce qui avait beaucoup ennuyé le Grand Orient. Il avait réussi du reste, sous divers prétextes, à faire saisir ses papiers. Donc, il s'est fait un travail pratique. Ce travail, après la crise de Léo Taxil, qui avait rendu les catholiques un peu plus sages, ce travail a été utile. Mais, à partir de ce moment-là, beaucoup de gens ont dit « Oh, tout ça est de la plaisanterie, on n'y comprend rien, la maçonnerie c'est une blague, Léo Taxil c'est un fumiste, après tout laissez-les tranquilles, ce ne sont pas de méchants gens. » Ainsi, chez le gros public bête, et vous savez que le public est bête en général, vous verrez si vous faites des prédications, si vous faites des enseignements et des catéchismes, vous verrez qu'il faut baser tout ce que vous dites sur le plus bas. Pas ici, naturellement, mais ailleurs. Donc, ça collait, vous comprenez, on disait « Oh, le maçonnerie ». Et alors, à ce moment-là, un événement nouveau vint fixer tous les esprits. Et cet événement nouveau, que tous attendaient, donna aux leçons de Saint-Pie X et à la campagne d'Action française une réalité que le combat antimaçonnique ne pouvait pas revêtir. Cette réalité, c'est qu'on sentait bien que la guerre approchait. On sentait bien qu'entre les nations se tendaient les fils jusqu'à se rompre. On sentait bien que la rivalité anglo-allemande
sur la mer, la rivalité russo-allemande sur la terre, que toutes ces rivalités-là ne pouvaient pas se prolonger comme elles étaient sans amener une explosion redoutable. Et c'est dans ces conditions de nervosité que la France, tout en nommant encore des députés et des majorités douteuses, maçonniques, graduellement, même ces gens-là prirent peur. Et c'est en ça qu'ils furent plus raisonnables à ce moment-là qu'avant 1939. Ils prirent peur. Et alors, certains, comme Clémenceau, retrouvèrent une sorte de patriotisme et s'éloignèrent de la maçonnerie. Clémenceau, qui avait soutenu Dreyfus, refusa de le recevoir ensuite. Plusieurs autres maçons firent de même. Poincaré, qui avait été initié à la maçonnerie à un moment, la quitta. Et des généraux comme Joffre, qui avait été un maçon fidèle à un certain moment, se détacha d'elle plus ou moins complètement. Ainsi, le fait d'un danger, le fait que le patriotisme existait encore, le fait que parallèlement se développait dans la jeunesse, grâce à l'Action française, un renouveau nationaliste, et dans l'élite spirituelle, un renouveau chrétien, dont les témoins sont, si vous voulez, la conversion de Claudel, la conversion, les livres de Péguy, et beaucoup d'autres choses de même genre. Mais enfin, il y avait dans la littérature un courant qui redonnait une valeur à la vie spirituelle et qui rappelait aux Français que c'était leur tradition. Tout cela donc permit à la France, entre 1900 et 1914, de se reprendre dans une certaine mesure et de se préparer à une catastrophe qu'on sentait venir, même si les rouages maçonniques étaient encore très forts et même si se produisaient les mêmes phénomènes maçonniques provinciaux, car il y avait tout de même une inspiration et il existait dans l'Église, dans le pays, ce noyau de héros sans lequel on ne fait rien sur terre. Ce n'est pas avec les grandes masses que l'on remue les hommes. Les grandes masses sont toujours inertes. On ne remue et on ne transforme l'esprit des masses que s'il y a au milieu d'elles un levain, c'est ce que j'appelle le groupe des héros, qui est capable de les galvaniser et de les entraîner. Grâce à Saint-Pédis, l'Église de France était prête, et grâce à ces jeunes gens très courageux et à la doctrine nationaliste qui était réveillée, il y a eu dans la France les cadres de cette armée qui devait ensuite gagner la bataille de la Marne. Mais en attendant, le danger augmentait, et augmentait d'autant plus que derrière les États qui se combattaient, l'action des sociétés secrètes internationales, qui n'étaient plus celles dont je vous ai parlé en 1948, mais qui étaient d'autres, devait précipiter la guerre, car c'est là encore, dans les sociétés secrètes internationales, que nous allons trouver la cause de la catastrophe. J'aurai le plaisir de vous parler au mois de mars pour vous alimenter intellectuellement dans votre jeûne.